Social selling. 80% des opportunités en B2B sont générées par LinkedIn. Fait que déjà en partant, si vous vous demandez pourquoi ça fait 7 ans qu'on travaille sur LinkedIn, on est vraiment spécialisé en développement B2B puis on veut travailler l'éléphant dans la pièce. Mon nom est Antoine Gagné, au nom de toute l'équipe de J7 Media. Je suis très content de vous avoir avec nous pour un nouvel épisode de Social Selling. LinkedIn est un indispensable pour toute entreprise B2B qui cherche à augmenter son nombre de clients. Maintenant, comme toute plateforme de médias sociaux, il y a la bonne manière à utiliser ainsi que la mauvaise façon de faire. Mon invité aujourd'hui, Alexandre Bouchard, président et fondateur de la firme de marketing web V3 Digital, va nous expliquer la stratégie en 5 étapes qu'il enseigne à plus d'une centaine de clients à travers le monde afin de les aider dans leur développement d'entreprise. Alex, bienvenue sur Social Selling. Bonjour Antoine, merci de m'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir de discuter avec toi. C'est un plaisir également, Alex. Puis avant qu'on regarde, comme je le disais, plutôt ton plan de match en 5 étapes là, qui risque, à mon avis, de grandement aider les gens qui nous écoutent parce que beaucoup de gens qui sont dans le volet B2B qui nous écoutent sur Social Selling. Es-tu capable de nous faire un court retour dans le passé sur ton parcours professionnel puis également, disons, sur la fondation de V3? Oui, en fait, pour commencer à la base, j'ai toujours été un nerd assumé. J'ai commencé à travailler 13 ans dans une boutique informatique. J'ai 40 maintenant, fait que j'étais quand même assez jeune. C'était à l'époque pré-internet où je montais des ordinateurs puis je configurais du DOS. Je suis un expert DOS. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute ce podcast qui a besoin d'aide en DOS, je suis capable de l'aider. Plus ou moins utile. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était TI. Depuis que j'ai gradué en marketing à l'université, j'ai fait beaucoup de développement des affaires B2B. En fait, plus d'une quinzaine d'années maintenant, j'en perds le compte. Puis je travaillais à plusieurs multinationales. Puis ma dernière job, en fait, en tant qu'employé, avant de lancer mon projet, je travaillais chez une petite compagnie, je sais pas si tu connais, c'est une start-up, ça s'appelle Apple. En fait, ils font des petits bidules, là, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. En fait, bien intéressant. Je pense que ça a beaucoup de promesses. Si jamais tu veux investir, je suis c'est ça. Je suggère le stock. Peut-être un peu tard, par exemple. Mais bref, j'ai vécu toute l'euphorie Steve Jobs et tout ça chez Apple. Puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler là. Mais en même temps, je pensais que j'avais atteint ma job de rêve, puis que j'étais pour être heureux pour la fin de mes jours. Je me voyais à 75 ans avec mon chandail à Apple, servait des clients parce que j'aimais beaucoup la marque. On faisait beaucoup d'innovation. Prendre part à ce mouvement-là quand il y avait des fils de kilomètres puis tout ça, c'était super intéressant. Puis malheureusement, après presque 4 ans, je me suis rendu compte que j'étais retombé dans une routine où on avait, après Steve Jobs, on avait segmenté les postes, on avait vraiment défini nos rôles, les tâches, on avait moins de latitude, moins de liberté. J'ai fait plusieurs conférences, des projets assez motivants comme former tous les gens dans les Apple Store à donner du service aux entreprises. Puis mon rôle était de plus en plus compartimenté. Puis je me retrouvais dans la même espèce d'esprit que j'avais vécu dans d'autres multinationales, c'est-à-dire fais tes rôles et responsabilités, mais fais pas rien de créatif en dehors de ça. Fait que mon esprit créatif a eu besoin justement de créer. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer en entreprise. Puis à la base, je voulais faire de l'accompagnement utilisant les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs pour surtout les téléphones intelligents et les tablettes, parce que je voyais beaucoup d'accessibilité à la mobilité, puis une opportunité de raccourcir les processus d'affaires. Fait que, par exemple, des soumissions plus rapidement ou charger des clients en temps réel. Là, on parle d'il y a 7 ans. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est presque un automatisme. Puis il y a un paquet d'applications qui permettent de faire ça. Mais à l'époque, pas si lointaine. Là, on est rendu accro à nos appareils. Mais à l'époque, c'est quand même les balbutiements. Puis la plupart des entreprises n'étaient pas prêts à ce changement-là. Puis reste que je me suis retrouvé à vouloir viser des petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises étaient quand même bien servies par les grosses corporations. Je voulais partir une business de consultant pour aider les gens à implémenter les tablettes et téléphones intelligents en entreprise. Puis j'avais pas beaucoup de réseau. En fait, j'avais aucun réseau dans les PME ou très peu, à part les quelques contacts que j'avais eu chez Apple. Fait que c'est là que j'ai commencé à regarder LinkedIn.
Okay. Comme une opportunité pour me connecter à des gens que je connaissais pas, puis à échanger avec eux. Puis à travers le temps, c'est-à-dire les 7 dernières années, j'ai évalué l'algorithme, les différentes fenêtres et portes d'opportunités pour maximiser l'outil, qui est selon moi la plus belle base de données open source, jusqu'à une certaine limite, disponible sur la planète. 675 millions de professionnels au dernier décompte, presque 700 millions bientôt, pour vraiment démarrer ma business. Puis à travers le temps, en utilisant LinkedIn, je me suis trouvé une passion pour vraiment l'optimiser. Puis les clients étaient presque plus intéressés à savoir comment j'avais réussi à les avoir en rencontre que le service d'accompagnement que je voulais leur offrir. Ben c'est ça, c'est que ça se vend tout seul, là. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte que c'était peut-être justement là où j'étais appelé, puis c'est ça, c'est devenu mon business opportunity, c'est devenu mon chemin de passion à travailler, à accompagner les entreprises à vraiment maximiser la base de données de LinkedIn, puis les aider à aller chercher de la notoriété, puis d'aller chercher des opportunités aussi à travers ce qu'on appelle le social selling, en fait, qui n'existait pas le terme social selling n'existait pas quand j'ai commencé, ce que je trouve très drôle parce que ce podcast-là s'appelle social selling. Exact. Un des premiers à utiliser le terme social selling, c'est l'ancien VP marketing de LinkedIn. Il s'appelle un nom bizarre, là, il s'appelle Coca Sexton. Et oui, c'est une vraie personne. Vous pouvez le vérifier sur LinkedIn. Il travaillait chez Slack la dernière fois que j'ai suivi son profil. Mais tout ça pour dire que ça a été un des premiers à utiliser le terme social selling. Puis en fait, il y a 7 ans, on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait ou comment ça s'appelait. Puis on était peut-être vus comme des extraterrestres. Aujourd'hui, je suis invité à un podcast qui s'appelle Social Selling. Fait que c'est la preuve qu'on a fait beaucoup de chemin depuis ça. Puis évidemment, à travers les 7 dernières années, on a fait beaucoup de chemin en tant qu'entreprise aussi. À la base, j'avais une équipe en Inde qui était des doigts en arrière des claviers qui faisait un paquet d'actions pour mes clients. Puis évidemment, ça avait une limite au niveau de la scalability. C'était pas un modèle qui était scalable à grande échelle. Fait que à travers le temps, on a développé des partenariats avec des plateformes. Puis maintenant, on a développé notre propre plateforme avec l'intelligence artificielle et tout ça, puis une application pour guider nos clients dans leurs actions sur LinkedIn. Puis parle-moi un peu de ça parce que tu le disais tout à l'heure, t'as contacté des clients dans le passé et ces clients-là, à cause de la manière un petit peu que tu les avais approchés, ils ont été impressionnés puis ils ont voulu travailler avec toi. Puis je pense que cette stratégie-là, elle se segmente, comme je le disais, plutôt en 5 étapes. Peux-tu nous parler de ton plan de match, ton approche dans tout ça pour qu'on soit capable de donner le maximum de valeur aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ben oui, en fait, aujourd'hui, je voulais vous présenter les 5 étapes, mais je voulais aussi vous parler d'un cas qu'on a accompagné, qui est Marc-André Renaud, le fondateur de Kinélite, pour aider les gens à comprendre, parce que Marc-André, il y a peut-être des gens qui écoutent ce podcast-là présentement qui n'ont pas de multinationale ou qui n'ont pas une business de 100 employés. Puis Marc-André, c'est un beau cas. En fait, Marc-André, quand on a commencé à travailler avec lui, il avait zéro profil LinkedIn. Il n'y avait même pas d'image en ligne. Puis aujourd'hui, on a réussi à bâtir quelque chose de très bien ensemble, parce que ça se fait pas juste de notre côté. C'est un travail de collaboration, puis c'est un travail qui exige une certaine discipline de la part du client. Puis je voulais vous donner quelques exemples de qu'est-ce qu'on a fait avec lui au niveau de sa compagnie Kinélite, puis vous guider à travers les 5 étapes avec des exemples un petit peu plus concrets. Dans le but de vous permettre de peut-être de reconnaître certaines choses en vous. Fait que faites-vous-en pas si vous n'avez pas de profil LinkedIn, si vous connaissez pas LinkedIn, si vous en avez très peu. Dites-vous qu'à une certaine époque, avant de commencer à utiliser la propulsion ou d'utiliser nos stratégies sur mon propre profil, j'avais 462 contacts, puis il y avait juste ma mère qui venait consulter mon profil. Aujourd'hui, j'ai plus de 22 000 followers qui sont majoritairement des décideurs ou des présidents d'entreprise. Bref, il faut tous partir de quelque part. Le succès sur LinkedIn, c'est pas un succès instantané. Fait que déjà, avant de commencer les 5 étapes, dites-vous pas, je vais faire ça, puis la semaine prochaine, je vais devenir une super vedette. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Effectivement, puis contrairement à d'autres réseaux sociaux, on peut pas juste lancer de l'argent à LinkedIn puis espérer qu'ils vont en sortir des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités au niveau de tout ce qui est organique sur LinkedIn. Puis aujourd'hui, en étant moi-même une preuve vivante, mais ce qu'on a fait avec Marc-André aussi, de passer de quelqu'un qui est totalement inconnu à devenir un influenceur sur la plateforme, c'est possible en le faisant sans investir, en ayant une bonne planification. Fait que, en bref, la première étape, c'est la planification stratégique.
la première étape avant d'aller n'importe où, hein, que ça soit un itinéraire de voyage ou quoi que ce soit, il faut qu'on décide où on veut aller. Fait que la première étape très très importante, c'est de savoir où on va. Fait qu'avant de s'investir dans une stratégie, puis ça peut être dans n'importe quel média social, hein, le social selling, c'est pas juste pour LinkedIn, c'est l'art d'utiliser les médias sociaux pour générer des opportunités. Comme vous le faites si bien chez G7 avec Facebook, ben, nous on le fait avec LinkedIn. Je m'excuse, c'est un shameless plug là, mais je le sais que vous travaillez bien pour avoir collaboré avec vous. Excusez. Fait que tout ça pour dire que faut savoir où aller, puis c'est pas tous les canaux qui sont bons pour nous. Souvent, quand on a des ressources plus limitées, ben l'important c'est de se concentrer puis de savoir où est notre audience. Okay. Évidemment, LinkedIn étant un réseau professionnel qui est spécialisé dans le B2B, c'est facile de sortir la statistique qui dit que 80% des opportunités générées en business to business, puis pour les gens qui savent pas c'est quoi le business to business, c'est des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. Mm-hmm. Ben 80% des opportunités en B2B sont générées par LinkedIn. Fait que déjà en partant, si vous vous demandez pourquoi ça fait 7 ans qu'on travaille sur LinkedIn, on est vraiment spécialisé en développement B2B, puis on veut travailler l'éléphant dans la pièce, malgré qu'il y a des belles stratégies en stratégie numérique avancée qu'on peut faire avec du Facebook, par exemple, qui est un média d'engagement qui est beaucoup plus élevé que LinkedIn. T'sais, si on passe plusieurs heures sur Facebook, surtout en cette période de confinement, pour les gens qui nous écoutent présentement, de nombreuses heures sur Facebook, on passe quelques minutes sur LinkedIn. Fait que au niveau de la planification stratégique, c'est important d'en prendre compte aussi. C'est pas le réseau où je vais avoir besoin de publier 5 à 10 fois par jour où je vais avoir besoin de l'engagement effarant, mais il faut quand même avoir une présence parce que les gens passent environ 20-25 minutes par jour sur LinkedIn versus des heures sur Facebook. Ce qui est important sur LinkedIn, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est d'être efficace et de créer un impact. Okay. Fait que pour la planification stratégique, ben c'est important de savoir où on va aller. Fait que s'établir un plan sur 1 an, 3 ans. Si on a la vision même, on peut aller jusqu'à 5 ans. De dire comment je veux bâtir mon entreprise, quelle région premièrement je veux servir, je veux offrir mon service sur mes produits. Évidemment, l'opportunité du numérique nous permet à quelques limitations près. Il y a des business qui peuvent pas, comme le shooting vidéo par exemple, la production vidéo. Je peux pas dire demain matin je vais servir tous les États-Unis. C'est le problème de logistique. Mm-hmm. Mais si j'ai un produit qui se ship partout ou si j'ai un service qui peut se donner en numérique comme le tien ou le mien, à ce moment-là, nos frontières sont illimitées, mais il faut quand même le faire par étapes. Parce que de dire, par exemple, comme nous, on est une entreprise qui offre des services numériques B2B à tous les clients de la planète, c'est la meilleure façon de manquer son objectif. Fait qu'avoir un objectif à court terme précis, c'est peut-être de dire, par exemple, dans le cas de Marc-André de Kinélite, quand il a commencé, il n'y avait pas de centre d'entraînement. Fait que son but à Marc-André, sa planification stratégique, au départ, c'est qu'il était coach personnel de plusieurs jeunes athlètes qui jouaient à du haut niveau, donc des athlètes d'élite, principalement au soccer, qui était son ancienne discipline. Puis c'était quelque chose qui était plus ou moins scalable parce qu'il n'y avait pas de centre d'entraînement, il faisait beaucoup local, puis 80% de son chiffre d'affaires était en B2C. Fait que lui, son target, c'était de parler au papa ou à la maman qui s'occupe de son fils qui joue un niveau de sport élevé, puis essayer de le convertir en client, en coaching. Évidemment, dans un besoin de pérennité, puis se lancer dans un effort de scalability pour être capable de bâtir justement un réseau de centres d'entraînement et tout ça, il a décidé de shifter son focus. Fait que en 1 an, son but n'était plus de faire 80% de revenus B2C, mais d'essayer d'opérer un switch pour qu'après 1 an, il soit à 50-50 en revenus B2B versus revenus B2C. Fait qu'on s'est donné cet objectif-là de faire une translation de ses revenus. Puis sa translation de ses revenus, c'est passé par une analyse de son offre. C'est-à-dire que effectivement, on pouvait pas sur LinkedIn s'adresser au papa de coach d'enfants qui jouent au soccer au niveau élite. Ça serait beaucoup trop difficile à établir la cible. Mais plutôt de dire, OK, quelle offre corporative on peut offrir aux entreprises qui seraient intéressantes. Puis c'est là qu'on a commencé à penser justement au mieux-être en entreprise, l'activité physique, la productivité. Donc, on a fait beaucoup d'études de marché sur justement l'impact que l'activité physique a sur les employés en entreprise. On est allé chercher on a fait une agrégation de données, puis on a axé notre message plus sur cet angle-là pour LinkedIn parce que justement, la planification était d'offrir un service de coaching personnel
d'entraînement avec des kinésiologues et non pas des entraîneurs ou des coachs. Il y a une grosse différence, Marc-André pourrait t'en parler plus, mais la différence entre un entraîneur dans un gym et un kinésiologue qui est plus une science, en fait. Donc vraiment un entraînement complet pour les employés en entreprise, puis aussi des interventions à travers un offre de service comme des conférences en entreprise pour stimuler l'activité physique. Fait que bref, juste pour être certain, c'est ça. Lui, Marc, il voulait se shifter de B2C à B2B. Ouais. Fait qu'il est arrivé puis il a targeté des entreprises pour essayer de leur expliquer un petit peu son offre de service. Fait que, première chose, identifie ta cible comme n'importe quel canal marketing. Faut que tu saches à qui tu vas t'adresser, puis par la suite, j'imagine le reste va décliner. Exactement. Fait que une fois qu'on a l'objectif, puis on a une idée du service, puis de l'offre qu'on veut proposer, c'est quoi la valeur ajoutée? Fait que comment on se différencie du reste de la compétition? Fait que faire une petite analyse de la compétition pour savoir qu'est-ce qu'ils offrent, quel est leur type d'offre, puis comment je peux proposer quelque chose qui est unique et différent à mon client. L'étape importante par la suite, c'est d'identifier qui sont les gens à qui je dois m'adresser. Fait que quand on parle du B2C, souvent c'est une personne unique, parce qu'on a besoin de convaincre une personne. Par exemple, un achat d'auto, ça a été déterminé que c'est souvent la femme qui prend la décision d'un achat d'auto dans le couple. À ce moment-là, les publicités, certaines publicités, selon le type de voiture, bien sûr, vont être beaucoup plus dirigées vers la femme ou à l'autre fois, on visait beaucoup l'homme, mais bref, ça a changé dans les dernières années. Le matriarcat aurait pris du dessus, il faut croire. Mais reste que vraiment connaître la cible et savoir à qui on s'adresse, c'est très important. Dans l'entreprise, c'est souvent plus qu'une personne. Fait que souvent, on va identifier trois types de cibles. C'est-à-dire le decision maker, donc la personne qui va prendre la décision finale. L'influenceur. L'influenceur, c'est souvent la personne qui va aller voir le decision maker qui va dire « Hey, ça, c'est vraiment cool. Je crois que tu devrais considérer cette offre de service-là. » Puis, évidemment, le gatekeeper, qui est souvent celui qui a les cordons de la bourse, qui peut être soit le dirigeant d'entreprise ou soit le CFO dans les plus grandes entreprises, qui va dire, OK, ce budget-là est en ligne avec nos prévisions ou nos dépenses budgétaires. On va pouvoir accorder ce mandat. Donc, encore là, je le répète, la personne qui prend la décision, l'influenceur au sein de l'entreprise, il peut avoir plus qu'un influenceur. Donc, souvent, on voit comme des modèles de déploiement, si on prend Slack comme exemple, ils ont utilisé le modèle influenceur pour s'implémenter dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils visaient des usagers uniques qui propageaient au sein de l'entreprise jusqu'à temps que le decision maker fasse comme OK, c'est un bon outil, on va le déployer à la grandeur de l'entreprise. Fait qu'il y a différentes stratégies qu'on peut avoir, soit top-down ou bottom-up. Sur LinkedIn, on peut faire des stratégies top-down assez facilement, c'est-à-dire qu'on peut viser directement le decision maker. Puis si c'est pas une décision qui est à trop degré d'engagement pour eux, c'est-à-dire au niveau budgétaire, ils sont capables de prendre des décisions sans consulter nécessairement les gatekeepers ou voir si ça fait du sens au niveau des influenceurs. Mais dans la plupart des cas, c'est important de bâtir un groupe décisionnel qui inclut ces trois types de personnes-là. Puis du moment que tu as établi ça, là par la suite, de ce que je vois dans ton plan de match, vous travaillez un petit peu tout ce qui est branding personnel, c'est ça? Exactement. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, le branding personnel, en fait, on a différentes façons de l'approcher. Évidemment, l'image de marque est importante. Fait que souvent, ça va être, on n'a pas beaucoup de temps. Quand quelqu'un vient visiter notre profil, on a quelques secondes pour créer une bonne impression. Fait qu'évidemment, la photo de profil, la bannière, au niveau visuel, très important. On peut rajouter des éléments multimédia aussi ou des publications qui sont intéressantes. Ça se fait juste au niveau, excuse-moi de t'interrompre, Alex, ça se fait juste au niveau personnel ou tu conseilles de le faire également sur une page d'entreprise quand tu veux vraiment faire du développement sur LinkedIn? Niveau statistique, c'est plus important de se concentrer sur les profils personnels parce qu'un profil personnel va générer en moyenne 4 fois plus d'engagement pour le même nombre d'abonnés qu'une page d'entreprise. Fait que déjà, mathématiquement, ça fait du sens de passer son temps à travailler son profil. Au niveau de la page d'entreprise, c'est important d'avoir une vitrine. On a toute l'option des LinkedIn Ads puis des publicités aussi qu'on peut ajouter en support. Mais étant donné que l'organique est très fort sur LinkedIn, il y a beaucoup de valeur à travailler les pages, les profils. Puis il y a aussi un enjeu ensuite de l'image, là. Plus que l'image, il y a un enjeu de mots-clés. Il faut positionner des mots-clés. Fait que au niveau des titres, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont aller sur LinkedIn qui vont marquer « Je suis directeur de compte chez IGA ». Mais un directeur de compte chez IGA versus un directeur de compte chez Sidley, l'agence de publicité, ça a des rôles et responsabilités totalement différentes. C'est pas les mêmes mots-clés, c'est pas les mêmes services qu'on offre. Donc, c'est important d'utiliser le titre pour positionner notre offre de service, puis vraiment réorienter
notre profil. Avant, la plupart des gens utilisaient leur profil LinkedIn personnel comme un CV en ligne. Là, ce qu'on veut, en fait, c'est réorienter vers le client. Donc, à ce moment-là, on va utiliser des outils comme les agences de marketing en SEO vont utiliser, comme SEMrush, par exemple, SEMrush, pour étudier les mots-clés, puis faire une analyse de quel type de mots-clés on recherche. Fait que si je parle dans le cas de Marc-André, on aurait tendance à penser que c'est activité physique que les gens recherchent, mais c'est beaucoup plus santé, mieux-être en entreprise qui sont des termes qui sont plus recherchés. Donc, à ce moment-là, avec des outils comme SEMrush, on est capable d'évaluer c'est quoi les mots-clés, c'est quoi qui sont le plus recherchés dans votre environnement, dans votre secteur d'activité, puis d'utiliser certains de ces mots-là pour changer le titre, rajouter les mots-clés pour qu'on sorte plus souvent dans les recherches. Parce que dans le fond, les gens recherchent sur LinkedIn, mais aussi Google et LinkedIn sont très amis. Puis souvent, quand on positionne des mots-clés sur notre profil, on peut même ressortir dans des recherches Google. OK. Intéressant, ça. Par exemple, la semaine dernière, je suis sorti personnellement dans 760 recherches parce que j'ai fait un positionnement de mots-clés sur mon profil. Donc, le titre, rajouter des mots-clés, mais aussi faire comprendre la valeur qu'on offre. Fait que dans ce cas-ci, santé et mieux-être en entreprise à travers l'activité physique, ça serait un positionnement, par exemple. Fait que tout le monde qui lit le titre peuvent comprendre qu'est-ce que Marc-André a à offrir à ses clients. Même chose dans mon cas, c'est on collabore avec vous pour vous amener du succès grâce à LinkedIn. Donc, très simple, mais ça explique très bien. Puis le reste, ça serait formation, vente, social selling, des mots-clés que les gens peuvent chercher pour aider leur équipe de vente, aider leur équipe de marketing à faire du meilleur social selling. Fait que l'autre place où on va rajouter des mots-clés, c'est dans le résumé de profil. Souvent, les gens vont utiliser une ou deux phrases, mais c'est important d'utiliser tous les caractères, de positionner des mots-clés, de le faire de manière structurée, de manière aérée pour que les gens comprennent. C'est sûr que la première ou la deuxième phrase sont hyper importantes sur LinkedIn parce que souvent dans le résumé de profil, c'est ces deux phrases-là qu'on va lire, puis il faut cliquer, il faut engager les gens à cliquer pour en savoir plus. Fait que de mettre un statement, de mettre un fait, de poser une question. Moi, je suis vraiment un apôtre, puis j'imagine que toi aussi, de Start With Why de Simon Sinek. C'est-à-dire que commencer avec pourquoi une personne devrait lire votre profil ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle. Dites-lui un statement qui va avoir un impact pour que la personne s'engage puis qu'elle ait le goût de lire la suite. Fait que bref, le reste, ça prend. C'est d'autres sections qu'il faut compléter. Par exemple, les skill sets. Donc, la section des skill sets, la section des expériences, c'est important. Mais surtout la section des skill sets, la section des recommandations, c'est important de s'assurer que c'est bien complété. Puis, fait que là, juste pour être certain, on se fait un plan stratégique, on regarde à qui qu'on va s'adresser, on améliore, on va dire un petit peu notre profil pour être certain qu'on est SEO LinkedIn friendly, là, je sais pas si mon terme ici est bon, mais c'est correct. Pour sortir sur les bons moteurs de recherche, avoir une valeur ajoutée quand les gens sont capables de lire ton profil et qu'ils savent très rapidement ce que tu fais. Là, ton troisième point que j'ai dans mes notes, tu dis augmentation de l'audience, puis tu en as parlé initialement, Alex, le volet organique. Est très, très fort sur LinkedIn. Ça, c'est votre troisième cheval de bataille, votre troisième étape de faire en sorte à ce moment-là d'augmenter votre audience. Toi, là, tu penses que le volet organique, la force du organique, puis là, tu vas en discuter un petit peu, il va rester pendant combien de temps sur LinkedIn encore? Parce que c'est impressionnant. Là. Tu peux avoir des posts qui vont durer pendant des jours et des jours, quand sur la majeure partie des autres médias sociaux, ce n'est plus le cas. Tu n'as plus un post sur Instagram ou sur Facebook qui va durer des jours, ce n'est plus le cas. Ouais, en fait, c'est la plus belle opportunité de LinkedIn, selon moi. C'est si on travaille notre stratégie de contenu, puis qui est la quatrième étape, mais si on a une bonne audience, puis on a une bonne stratégie de contenu, la portée est effarante. T'sais, depuis le début de la crise, on a publié quelques trucs à travers mon équipe. Et sur ma page personnelle, je publie souvent mes réflexions. Moins ces temps-ci parce qu'on est plus occupé, là. Mais reste que depuis le début de la crise, je peux déjà te dire que sans investir $1 en publicité pour supporter mon contenu, sur ma page personnelle, j'ai généré plus de 200 000 vues de mon contenu. Fait que puis sur LinkedIn, on peut le comparer à du ads, là, à un coût par 1000 de $50 par 1000 pour des CEO d'entreprise, qui est hyper élevé, là, mais qui est la moyenne. Puis environ pas loin de la vérité, là, je pourrais dire $49, là, mais je serais pas loin de la vérité. 200 000 vues à $50 par 1000, c'est 200 fois $50. Fait que ça fait $10 000 de publicité gratuite.
Ouais, c'est impressionnant. Ouais, 10 000 en un mois et demi de sauver à cause d'une bonne stratégie, effectivement. Ça va durer combien de temps, ça, tu penses? Écoute, on se croise les doigts parce que le B2B, c'est beaucoup du human to human, puis c'est un petit peu la raison pourquoi on parlait tantôt de l'importance du profil personnel versus la page d'entreprise, c'est que les gens en B2B aiment beaucoup s'adresser à un humain, bâtir un lien de confiance avec ces personnes-là, de comprendre un petit peu c'est quoi les motivations, c'est quoi l'expertise d'une personne. Puis un autre facteur, c'est que c'est plus de 80% de la raison pourquoi quelqu'un achète un produit ou un service en B2B, c'est la personne qui le vend. Donc, c'est encore plus important sur LinkedIn de mettre la personne en avant. Est-ce que ça va durer longtemps? Je crois que si LinkedIn comprend comment fonctionne le B2B, ils vont pas détruire cette portée-là. Parce que c'est la raison pourquoi les gens vont sur LinkedIn, vont s'informer. C'est simple, c'est une des seules façons que je peux avoir des nouvelles ou prendre des nouvelles d'une compagnie que j'ai déjà accompagnée, par exemple, en Belgique. C'est plus facile pour moi de les suivre sur LinkedIn que de prendre le téléphone puis de les appeler, puis d'interagir avec le contenu. Je peux le faire instantanément. Il y a pas de frontières. Puis c'est vraiment une belle opportunité d'avoir des nouvelles de clients d'un peu partout, puis des anciens des clients présents ou des futurs clients, il n'y a pas de meilleur moyen d'être toujours en contact avec ces personnes-là. C'est pour ça que l'organique est intéressant. Mais pour revenir à l'augmentation de l'audience, parce que je veux pas sauter du coq à l'âne, l'augmentation de l'audience, c'est l'équivalent de créer son propre canal de communication. Un peu comme on va faire avec Facebook où on essaie d'avoir des likes puis on essaie d'avoir des likes de gens qui sont des acheteurs potentiels. Augmenter ton audience de clients potentiels, de collaborateurs ou de partenaires potentiels, c'est l'équivalent de vendre des billets à un spectacle, c'est de s'assurer qu'il y a du monde dans la salle pour la prochaine étape, c'est-à-dire la stratégie de contenu. C'est le plus gros canal de communication on va avoir, le plus de chances qu'on va avoir d'impacter le plus de gens possible. Il y a aussi un enjeu aussi. C'est-à-dire que si je me connecte à plus de gens en augmentation d'audience, je vais pouvoir envoyer des messages gratuitement à ces personnes-là. Donc, si on n'est pas connecté en premier niveau avec quelqu'un, puis on veut envoyer un message, disons que je suis pas connecté avec Jeff Molson, puis je veux lui envoyer un message parce que j'ai une idée de service incroyable pour le Canadien de Montréal ou Evenco, puis je suis pas connecté avec lui, je vais utiliser ce qu'on appelle un in-mail. Puis un in-mail, dépendant si on a une version gratuite ou payante, on peut en avoir entre 0, une trentaine pour Sales Navigator, puis jusqu'à 300 pour un recruiter de ce monde, par exemple. Puis un in-mail, on le voit que c'est un email. Quand on l'envoie, il est marqué que c'est un email. Fait que ça fait souvent publicité poussée à travers un message. Tandis que si on est connecté avec quelqu'un puis on lui envoie un message, c'est comme si on chattait sur Messenger avec cette personne-là. Fait que ça crée un lien de proximité qui est mieux. Ça stimule le degré de réponse. Puis on voit des degrés de réponse qui sont quand même assez intéressants. Fait que, dépendant de la campagne, entre 5 et 40% de taux de réponse, c'est super intéressant. Fait que augmenter l'audience, ça nous donne accès à un paquet de gens à qui on peut juste écrire sur Messenger. Tu fais ça comment? Est-ce que tu vas investir en pub? Comment tu vas grossir ton audience? C'est-tu avec votre algorithme, votre manière de fonctionner? Ouais, dans le fond, à travers notre plateforme, on peut automatiser ce processus-là. Mais à la base, si quelqu'un n'a pas le goût d'investir en accompagnement LinkedIn ou pas le goût de faire affaire avec nous, moi, ce que je recommande, c'est d'au moins ajouter 25 personnes par semaine dans son réseau qui sont soit des partenaires potentiels, des collaborateurs potentiels, des clients potentiels ou même des compétiteurs qu'on voudrait suivre ou interagir pour en apprendre plus sur leurs services puis les suivre dans le temps. Donc, très, très important de bâtir son réseau. La plupart des gens prennent pas le temps de faire cette partie-là, puis je te dis que cette partie-là est cruciale. Pourquoi elle est cruciale? C'est qu'à 22 000 followers, si je veux, par exemple, ouvrir mes services puis commencer à vendre sur la côte ouest des États-Unis, en ayant 22 000 personnes dans mon réseau, je suis plus facilement capable de rejoindre un decision maker à San Francisco, par exemple. Parce que j'ai déjà bâti mon réseau à San Francisco, puis les chances que cette personne-là, qui est un client potentiel, connaisse quelqu'un qui est déjà dans mon réseau, ça l'amène en deuxième niveau. Fait qu'en deuxième niveau, je peux l'inviter personnellement, le rejoindre qui se joigne à mon réseau, puis lui envoyer un message par la suite. Fait que ça augmente les chances d'interaction avec des gens qui sont en dehors de notre réseau. On a tous notre carré de sable qu'on a bâti à travers les années, c'est-à-dire notre réseau de contacts qu'on a rencontré à travers les 5 assets, à travers des collaborations, à travers des partenariats. Mais sur LinkedIn, il faut dépasser ce carré de sable-là. Parce que plus on a un gros réseau, plus on a accès à d'autres gens partout.
Fait que si on a des ambitions de croissance, que ce soit même de dire, je vais commencer le marché de Montréal, puis éventuellement, je vais développer le marché de Québec, plus j'ai de réseaux de gens qui travaillent avec des personnes à Québec, plus j'ai de chances de me connecter. Dans le cas de Kinélite puis de Marc-André, on avait identifié que les personnes en RH étaient décisionnelles au niveau des plans de formation, puis évidemment, les CEO d'entreprises pour les plus petites entreprises. Fait que son audience a été bâtie beaucoup avec des gens de RH, des gens des dirigeants d'entreprise, même des employés qui sont plus aux ventes marketing, qui ont tendance à être ceux qui font bouger les choses au niveau des activités. On a bâti son réseau pour grossir son influence. Dans mon cas, beaucoup des présidents d'entreprise, beaucoup des VP vente marketing, parce que c'est souvent ces gens-là qui veulent savoir c'est quoi l'opportunité du numérique, puis qui sont intéressés justement à utiliser le social selling pour développer leurs affaires. La même chose dans votre cas, c'est d'identifier qui sont vos personas, puis de grossir en fonction de ça, parce que d'avoir un réseau de 22 000, ça sert à rien si, par exemple, je suis connecté avec des gens qui sont pas en ligne avec mes objectifs finaux. Fait encore là, la planification stratégique est importante parce que non seulement il faut augmenter son audience, mais il faut l'augmenter de façon stratégique. Intéressant. Une fois qu'on a augmenté notre audience, dans le fond, on passe à la 4e étape qui est la stratégie de contenu. Là, moi, je veux le savoir ici. Il y a beaucoup de gens que je vois, ils vont uniquement faire des contenus textes, il y a un paquet d'interactions. Là, de plus en plus, disons, pendant le confinement, je vois Gary Vaynerchuk qui fait des LinkedIn Live à tous les jours. À chaque 9 heures du matin. Exact. Puis je trouve ça impressionnant parce que il y a des lives sur différentes plateformes sociales. LinkedIn maintenant le permet. Parlez-nous un peu de ça, là, les meilleurs contenus, les contenus qu'on doit garder en tête si on va avoir un impact sur LinkedIn. En fait, pour la stratégie de contenu, la première étape encore reste un petit brainstorm sur la planification stratégique. C'est-à-dire qu'il faut se créer un univers de marque. Un univers de marque, c'est plus que juste parler de nos produits puis de nos services en passant. Puis les meilleures stratégies de contenu vont appliquer la loi de Pareto. C'est-à-dire que 20% du temps, ils vont parler de leurs produits et services puis leur offre. 80% du temps, ils vont parler de thèmes qui ont rapport avec leur offre. T'sais, par exemple, je sais que vous aimez beaucoup l'innovation. Par exemple, si vous êtes dans l'innovation, puis vous voulez montrer que vous êtes innovant comme firme, avoir un thème innovation technologique, ça nous permet de parler d'autres choses que nos services. C'est comme moi, puis c'est un exemple que j'utilise pour moi, mais l'innovation, pour moi, est super importante, mais c'est pas rare que je vais parler d'un nouveau bidule ou d'une nouvelle stratégie qui n'a aucunement rapport avec les services LinkedIn, juste parce que l'innovation technologique, ça fait partie de notre ADN. Dans le cas de Marc-André, par exemple, la conciliation travail-famille. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec leur activité physique en raison de la difficulté à concilier le travail avec la famille. Il va parler de ça pour se rapprocher justement des familles qui n'ont pas nécessairement le temps d'avoir un accompagnant ou qui jugent qu'ils ont besoin justement de passer à la prochaine étape. Ça n'a aucunement rapport. Il fait pas de coaching en accompagnement, puis il va pas te montrer comment gérer tes enfants ou gérer tes heures de travail. Mais ça devient un thème qui touche beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'activité physique, par exemple. Fait que dans la meilleure des cas, c'est de trouver un univers de marque qui va refléter 10 thèmes. Donc, 8 qui n'ont pas rapport avec notre offre et service, 2 qui ont plus rapport avec notre offre de service. Puis chacun de ces thèmes-là, on va associer un hashtag qui peut être, par exemple, notre plateforme a de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, par exemple, le hashtag Artificial Intelligence est suivi par environ 3 millions de personnes sur LinkedIn. Fait que si je publie quelque chose sur l'intelligence artificielle puis je rajoute le hashtag à la fin, les gens qui suivent ce hashtag-là ont plus de chances de voir mon contenu. Clairement. Fait que ça peut aider au niveau de la propulsion puis au niveau de la portée. On peut aussi utiliser des hashtags propriétaires. Fait que, par exemple, je pourrais faire, j'ai des hashtags comme hashtag V3 digital. Oui, il y a certains de mes collaborateurs, certains de mes clients qui vont l'utiliser, mais la plupart du temps, c'est à l'interne qu'on va l'utiliser. Fait qu'après ça, je peux retracer tout le contenu de tout ce qui a été publié avec le hashtag V3 Digital en faisant une recherche dans la barre. Puis, à ce moment-là, j'ai tout ce qui a été publié à jamais sur ce hashtag-là. Tandis que dans notre profil, souvent, après 3 mois, on perd un petit peu le fil des publications qui ont été faites. Si j'avais un hashtag, par exemple, hashtag V3 conciliation travail-famille, c'est un hashtag qui est hyper précis, mais à chaque fois que j'ai parlé du thème conciliation travail-famille, je peux retracer ce contenu-là. OK. Intéressant. Fait que ça peut me servir autant de propulsion au niveau de la portée que de nomenclature pour classer mon type de contenu selon mon thème. Puis là, tu parlais de... Oui, fréquence, format, vas-y, je t'écoute. Là, tu parlais de déclinaison de thème, tu sais, qu'est-ce qui marche moins. Souvent, les nouveaux features ont tendance à avoir un petit boost au niveau de l'algorithme. Comme présentement, il y a le feature des sondages qui s'en vient. Fait qu'on va pouvoir faire des sondages. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de gens qui publiaient
puis je comprends pas encore ce type de publication-là, là, mais on a fait faire notre logo, puis voici 4 versions, quel logo vous préférez, ben là, on va pouvoir le faire en sondage. Quand il y a des nouvelles fonctionnalités, ben ces fonctionnalités-là ont un boost au niveau de la portée. On a vu l'arrivée des lives, il y a les documents. Gary Vee est un bon exemple de personne qui utilise les types de contenus de façon intelligente. Par exemple, le document, il en a fait une bande dessinée. Fait que tu peux consulter. D'ailleurs, je veux le faire parce que je dessine, puis il faut juste que je trouve le temps de le faire. Mais reste que on a chacun notre type. Moi, je suis très bon dans les textes de 100, 150, tu sais, 100 mots environ. J'appelle ça, j'aimerais de moi, puis j'appelle ça mes textes de bromance, là, ma broetry, avec une certaine structure. Fait que j'ai curé beaucoup de textes avec une image associée qui est pertinente. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des lives, il y a des gens qui font des vidéos, des stratégies vidéo qui sont pas live parce qu'ils sont peut-être moins à l'aise avec le live. Il y a des infographies qu'on peut publier, il y a des photos. Par exemple, vous allez dans un congrès, puis vous êtes à un kiosque, de montrer que vous êtes dans l'action, que vous êtes en réunion avec un partenaire. Il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de photos live. Il y a des gens qui prennent des vidéos dans leur auto. Faites attention, faites à regarder où vous conduisez. Il y a à peu près 14 types de contenus différents qu'on peut faire. T'sais, on peut faire des posts, on peut faire des white papers, on peut mettre des documents PDF qui sont vraiment plus complet. On peut faire de l'agrégation de contenu, on va prendre des sources de contenu, on va repartager. Il y a à peu près 14 types de contenus différents, puis chacun des thèmes a sa meilleure façon d'être communiqué. Fait qu'une fois qu'on a notre univers de marque, on va dire, ben, ce thème-là, j'aimerais ça en parler, par exemple, plus en live, parce que ça fit plus avec le type de sujet. Ce thème-là, c'est plus pointu, fait que on va en parler plus en white paper. Des fois, on va faire de l'agrégation de contenu scientifique. Fait que chacun des thèmes a ses meilleurs types de contenu. Puis je suis curieux, on disait en termes organiques, là, ça tient la route LinkedIn encore, on peut publier, puis ça va durer pendant un certain temps. Fréquence. C'est quoi la fréquence que tu proposes? 2 à 5 fois semaine, dépendant. 2 à 5 fois semaine, OK. Oui, dépendant de la disponibilité de la personne, mais je dirais que si on atteint 2 fois par semaine, on a déjà une bonne visibilité sur LinkedIn parce que la durée du contenu est à peu près 2,5 jours. Quand même. Selon l'algorithme, si la publication fonctionne bien. Puis il faut laisser respirer son contenu. Quand on a un contenu qui a beaucoup de succès, c'est important de ne pas publier quelque chose comme l'heure après. Tu sais, de laisser aller chercher sa portée maximale. Fait que souvent, je vais faire ça, je vais laisser respirer mon contenu à succès, puis le contenu qui marche moins bien, ben le lendemain, je vais publier quelque chose parce que même les meilleurs ont du contenu qui marche moins bien. L'important dans la fréquence, c'est surtout de publier quand on a quelque chose à dire. Bien sûr. Puis pas publier n'importe quoi juste pour dire ben je publie 5 fois par semaine. Ça sert à rien. Fait que je suis vraiment un adepte du slow marketing qui appelle de publier quand t'as quelque chose de pertinent à dire. Comme ces temps-ci, je suis très, très occupé avec l'entreprise, je publie un petit peu moins. Mon intention est d'y retourner pour parler des résultats de qu'est-ce qu'on a accompli au travail, mais pour l'instant, je publie moins. Puis c'est ça, la fréquence va dépendre des gens, va dépendre de l'audience aussi et au niveau du temps de publication. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des temps de publication, idéalement, il faut publier le matin. Okay. Entre 9 et 10, entre 11 et 1 heure environ l'après-midi ou entre 4 heures et 5 heures. Pourquoi? Parce que les gens consultent LinkedIn un peu comme ils consultent la presse, par exemple, le site web ou l'information, comme ils consomment leur information. C'est-à-dire dans des périodes latentes avant de travailler ou pendant le dîner ou vers la fin de la journée. Fait que souvent, c'est les meilleurs temps pour publier. Mais encore là, des fois, le week-end, on fait des publications puis ça a un succès dithyrambique. Fait que encore là, essai-erreur selon notre audience. Le but, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite, mais dans la mesure du possible, LinkedIn étant un outil professionnel, c'est utilisé plus spécifiquement entre lundi et vendredi. Parce que la fin de semaine, on a moins de compétition. Fait qu'on peut aussi publier quelque chose le vendredi à 4 heures, puis laisser toute la fin de semaine atteindre sa portée pleine. Quand on revient le lundi, ben regardez les résultats. Là. Il y a certaines belles publications qui se font comme ça aussi. Puis stratégie de conversion, c'est ton 5e point. Là, on va faire un petit recap. Là. On s'est fait un bon plan de match. On a été capable de bâtir notre profil pour qu'il soit attractif, qu'il soit attrayant, excusez-moi, plutôt pour les gens qui vont venir visiter notre profil. On augmente notre audience avec nos clients cibles.
on publie de 2 à 5 fois semaine. Certains types de contenus, il y en a 14 que tu nous as dit. Ouais. Là, le point, là, la question qui tue, le point final, comment qu'on va convertir à la fin de la journée ces gens-là pour, j'imagine, avoir des appels avec eux, faire en sorte qu'ils deviennent clients. C'est quoi là la sauce secrète V3 ici? En fait, la stratégie de conversion, ça va souvent dépendre du client. Ça va dépendre de son cycle de vente. Ça va dépendre du nombre de séquences qu'on identifie qu'on a besoin de faire avant de dire OK, je pense qu'on devrait se parler. C'est pas vrai qu'on va inviter quelqu'un puis on va lui envoyer une offre de service par la gorge. Fait qu'il faut vraiment c'est pas à cause qu'on est en arrière d'un clavier que les étapes changent pas. Ça reste du contact humain, même si c'est numérique. Fait que c'est important de vraiment traiter son client ou la personne avec qui on échange de façon humaine. C'est sûr que quand je parle de cycle de vente, si ça prend 1 an et demi avant qu'un client achète dans un processus décisionnel hyper complexe, c'est pas vrai que je vais lui envoyer une invitation puis le prochain message, ça va être une demande de rencontre. Je vais lui partager des articles à valeur ajoutée dans son secteur, par exemple. Une stratégie de conversion, ça pourrait être aussi simple que dire tous les dirigeants d'entreprise dans le domaine de l'aéronautique, je vais leur envoyer cette nouvelle-là qui traite sur l'aéronautique puis notre offre de service dans ce contexte-là. Puis ils vont se sentir visés parce que ces gens-là travaillent dans le secteur. Il y a de la valeur ajoutée dans ce que je leur partage. Fait que là, je leur offre quelque chose de gratuit. On est dans une économie de plus en plus de partage, encore plus maintenant. C'est important de rester humain, c'est important d'ajouter de la valeur dans nos interactions. Fait que d'identifier la séquence puis le nombre de touch points qu'on a besoin de faire avant d'en arriver à un objectif. Quand on fait une stratégie de conversion, dans le fond, on va évaluer ça. Ça serait pas fou de penser que avant de demander un appel, ben qu'on va envoyer 3-4 messages en moyenne. Les cycles de vente plus longs vont aller jusqu'à 7 messages. 7 messages, pas juste « Hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rentre sur un appel avec moi. » Là, on va essayer de partager une valeur ajoutée ici. Ben, exactement. Puis la stratégie de conversion, dans le fond, c'est beaucoup mixé avec la stratégie terrain. C'est-à-dire, si, par exemple, je vais dans un congrès, puis je vais avoir un kiosque, par exemple, le congrès sur l'activité physique de Marc-André, je vais avoir un kiosque. Les gens qui sont partenaires ou commanditaires de l'événement ou les partants, ben je peux les inviter au préalable à venir voir mon kiosque. Je peux même booker un 30 minutes avec eux pour discuter de leurs besoins. Comme ça, à ce moment-là, quand j'arrive sur le plancher, ben j'ai déjà un paquet de rencontres. Puis un exemple qu'on utilise beaucoup, c'est un exemple à l'interne qu'on a fait pour le Web Summit à Lisbonne. Ben 2 mois avant l'événement, on avait accès à l'application avec tous les participants. On a identifié quelques entreprises clés qu'on voulait rencontrer, puis on a fait une stratégie de conversion. On les a invités et leur dire on va être à Lisbonne, on aimerait ça vous rencontrer. Fait qu'on a booké une 30aine de rencontres sur 2 jours pour 2 personnes. Ils ont été tellement occupés qu'ils ont pratiquement pas vu le show floor. Puis c'est fait pour ça un événement. Ce qui en est découlé, c'est 800 000 € en opportunité. Ça, c'est une stratégie de conversion. Une stratégie de conversion, ça pourrait être inviter des gens à un webinaire. Tu sais, pour Marc-André, on l'a fait, par exemple, des séances d'activité physique gratuites en ligne. Il fait aussi des Facebook Live présentement pour supporter ça. Ça pour dire que c'est pas obligé d'être une vente ou un appel ou un meeting ou une offre de service. Fait qu'on essaie de créer l'engouement, s'adapter à notre stratégie terrain puis dire OK, c'est quoi mes activités que je vais faire dans les prochains mois puis comment je peux stimuler de l'engagement en utilisant l'auditoire que j'ai bâti sur LinkedIn, en la segmentant parce que c'est pas vrai que chacune des stratégies ou chacun des messages devrait aller à toute la planète. Fait que de faire de la personnalisation dans notre segmentation, de dire OK, ça se dirige spécifiquement aux entreprises en service professionnel. Fait que là, je vais juste envoyer ce message-là aux influenceurs dans le domaine professionnel, puis je vais leur parler de ça. Puis à ce moment-là, c'est dans la segmentation, dans la personnalisation, puis dans la création de séquences qu'on crée notre lien de confiance, qu'on crée une habitude d'échange de messages, puis qu'on commence à faire ce que j'appelle le tango LinkedIn, qui est le meilleur genre de tango, c'est-à-dire qu'on envoie un message, on a une réponse, puis là, il commence à avoir une interaction. Puis c'est ce qui mène à un bon échange, puis à une rencontre éventuelle, à une offre de service et à une vente. Donc, intéressant. Fait qu'en gros, là, ce que tu me dis, c'est qu'on sort pas du marketing traditionnel. Là. On fait juste repartir à la base de se bâtir une audience de nos clients potentiels, et présenter du contenu à valeur ajoutée devant leurs yeux sur une période qui va varier selon la longueur de votre cycle de vente. Puis éventuellement, à la fin de la journée, s'il y a un fit possible et qu'il y a un intérêt dans les 2 parties, vous allez rentrer sur une rencontre. Puis
Puis bon, peut-être que cette rencontre-là va amener à des opportunités. Donc, si on fait un recap, là, Alex, puis corrige-moi si je me trompe, point 1, planification stratégique. Ouais. On fait notre ciblage, on positionne bien notre marque. Point 2, notre branding personnel. On s'assure que notre profil est à jour, que les gens sont capables de comprendre exactement ce qu'on est capable d'offrir dès qu'on s'en va sur le profil personnel de la personne. Ouais. Point 3, on augmente notre audience en allant faire un maximum de connexion avec notre clientèle cible. Encore une fois, vous autres, vous avez un outil, puis on va en parler juste par la suite sur comment que les gens peuvent travailler avec vous. Ouais. On publie du contenu 2 à 5 fois par semaine en point 4 et en point 5, ben là, comme tu disais, la stratégie de conversion est mixée un petit peu avec la stratégie terrain. J'avais trouvé ça fascinant quand tu m'avais dit que tu étais allé à Lisbonne puis que tu avais booké 30 rencontres. Tu m'avais dit ça il y a quelques semaines de suite, on en reparlait aujourd'hui. C'est ça, je trouve ça excessivement puissant. C'est-à-dire qu'il y a un événement là, corporatif qui arrive, tu as été capable pendant un an de temps de bâtir ton audience sur LinkedIn, puis là, là tu envoies un appel à tous en disant que tu vas être à cet événement-là, puis sans que tu t'en rendes compte, ton calendrier est rempli pendant 2 jours. Là. Exactement. Puis c'est toute la puissance de l'outil. Tu sais, souvent les gens vont penser qu'une stratégie numérique c'est une stratégie numérique ou une stratégie terrain, mais la méthode la plus efficace c'est une combinaison des deux. Donc, quand tu es capable d'utiliser ta stratégie numérique pour activer tes stratégies terrain, c'est là que tu es le plus efficace. Tout simplement. Alex, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je tiens à le dire à l'audience qui nous écoute. On est client de G7 Media chez V3. Je pense que vous offrez un service qui a une belle valeur ajoutée pour les gens dans le B2B. Comment que les gens peuvent en apprendre plus sur V3? Comment qu'on peut te rejoindre, Alex, si, après avoir entendu tes 5 points-là aujourd'hui, on a envie d'en savoir plus sur Alex, on a envie d'en savoir plus sur V3? Ben, premièrement, mon profil LinkedIn. Si vous avez un profil anglophone, c'est Alex Bouchard. Coordonnées bien chaussées. Et si vous avez un profil en français, ben c'est Alexandre Bouchard. Oui, coordonnées bien chaussées. Je l'étais pas au départ. Les 2 premières années, j'avais un profil presque absent. J'ai appris à me mettre en danger et en avant. Donc, sur LinkedIn, c'est toujours la façon la plus simple de me rejoindre. D'ailleurs, si vous m'ajoutez sur LinkedIn, vous allez avoir accès à mes 22 000 followers qui sont pour la plupart des dirigeants d'entreprise. Fait qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à me rajouter aussi dans votre réseau parce que tout mon réseau devient accessible à un 2e niveau. Je fais beaucoup d'interventions, conférences un peu partout. Si vous voulez vraiment de la valeur ajoutée, ben ce que je vous conseille, c'est de télécharger notre application qui est Stent.io sur le App Store, le Google Play Store. Dans le fond, on a développé un outil d'intelligence artificielle qui va analyser votre profil pour donner quelques conseils pour l'améliorer gratuitement. Donc, si vous voulez déjà travailler votre branding, avec un bon verre de vin ou une bière en soirée pour vous assurer que vous êtes à la hauteur, ben on a l'application. Évidemment, c'est à travers cette plateforme-là qu'on fait toutes nos campagnes. Mais sans rentrer dans les détails, on a lancé cette belle plateforme-là en collaboration avec une firme de développement où on fait des campagnes où les gens ont accès à des listes de clients qui devraient rejoindre et tout ça, puis on peut personnaliser encore plus les messages. C'est une belle plateforme qu'on a travaillé depuis presque 3 ans maintenant. Fait que, bref, en gros, si vous voulez juste avoir quelques réponses à vos questions, rejoignez-moi sur LinkedIn, mais je vous conseille de télécharger l'application. C'est tout à fait gratuit si vous voulez travailler votre profil. Donc, stand.io. Pour vous guider. Puis n'hésitez pas à m'en faire part, vos commentaires et tout ça, ça va me faire plaisir. On est toujours en train de lancer des nouveaux features. Fait que bref, on essaie de faire la meilleure application au monde, tout simplement. Projet ambitieux, mais qu'on est en train de réaliser à travers cette application-là. Merveilleux. Ben, Alex, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast Social Selling et j'espère que les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui vont appliquer tes trucs et tes techniques parce que je vous le dis, LinkedIn, c'est très, très, très puissant pour les gens B2B. Donc, bye bye tout le monde, puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.